Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par WhatsApp, par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Bien sûr, pour ceux qui ont remarqué, on a aussi une deuxième chaîne YouTube où on poste les histoires. Les histoires séparées, c'est-à-dire qu'une histoire, c'est pas forcément en compilation. C'est le lien en description là, DMG TV, histoire mystique exclusive. Voilà, donc merci de nous suivre un peu partout. Voilà. Ok, on va écouter aujourd'hui 10 histoires mystiques. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire d'où vous écoutez la vidéo en commentaire, d'où vous regardez la vidéo en commentaire, et aussi d'apprécier chaque histoire en commentaire. C'est-à-dire que remercier ceux qui racontent les histoires parce que voilà, ils sont justement là pour nous édifier avec leurs histoires et leur passé. Ok, donc partagez la vidéo, on ne sait jamais qui peut avoir besoin de cette vidéo, de ces conseils. Et si vous avez un message à passer à qui raconte une histoire, faites-le en commentaire en précisant les hashtags, c'est-à-dire que H3 pour dire histoire numéro 3, je pense que, histoire numéro 5, histoire numéro 6. Et aidez-nous aussi avec les titres en commentaire si vous pouvez. Donc, on va commencer avec la première histoire. Et oui, je vais porter le... Vous savez, je ne sais pas pour le Cameroun, il ne faut pas venir m'arrêter, pardon. Ok, première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. L'histoire se passe au Cameroun, dans la région de la Damawa, dans la ville de Ngaoundéré. J'ai intitulé mon histoire Échec satanique. Dans les années 97-98, lors du concours d'entrée en 6e au lycée bilingue, j'ai fait la connaissance d'un ami de race albinos, avec qui par la suite nous avons réussi à ce concours-là et avons fait du chemin ensemble durant tout le secondaire jusqu'à ce que on se perde de vue aujourd'hui. Le père de cet ami possédait une grande boutique de tissus au lieu dit Carrefour Tissus, où nous allions souvent faire la conversation et apprendre nos leçons. Au fil d'un temps, j'ai remarqué que la boutique faisait faillite, comme quoi il vendait, mais il n'arrivait plus à ravitailler la boutique de marchandises, voire de tissus. C'est ainsi qu'une fermeture était envisagée. J'ai donc perdu mon ami de vue pendant plusieurs mois. Et quand nous nous sommes retrouvés, j'ai remarqué qu'il avait perdu un œil. C'est où il me fait asseoir et me fait comprendre que son père est allé entrer dans une loge satanique pour se faire des rituels d'argent afin de relancer ses activités. On lui a donc demandé quelqu'un en sacrifice et c'est mon ami que son père avait proposé pour le sacrifice des rituels d'argent. Mais Dieu en a décidé autrement en refusant et en mettant ce sacrifice de rituel d'argent en échec. Pourquoi? Parce que le jour où les sataniques avaient prévu de faire la mise en scène afin de le récupérer, il a fait un grave accident de moto. C'est où il est tombé, il a perdu un œil et allé dans le coma durant plusieurs jours, interné dans un hôpital de la place. Les parents, amis et connaissances qui étaient à son chevet, vu la gravité de l'accident, n'attendaient que son décès. Mais, par un miracle de Dieu, il s'est réveillé et a repris connaissance. Quelques instants plus tard, son père a fait une maladie de quelques heures et s'en est allé. C'est où tout le monde avait compris que c'était sûrement un échec de rituel satanique d'argent qui avait mal tourné par la volonté de Dieu. J'invite donc les uns et les autres à prier Dieu en toutes ce qu'on fait. Je me dis que mon ami avait sûrement un grain de foi quelque part, raison pour laquelle Dieu n'a pas permis qu'il soit sacrifié pour les rituels d'argent. C'était l'histoire que
je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite donc, à travers l'histoire, à prier. Parce qu'en toute chose qu'on fait, c'est la prière. Et c'est Dieu qui protège l'homme, et non le contraire. À vous de liker, de commenter, de partager, et surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible, voire obscur. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Je suis une super fan. J'écoute très souvent votre émission et je vous suis depuis la Guinée-Conakry. Voilà. Et je vous remercie vraiment l'effort que tu fournis parce que grâce à votre émission, et on arrive à faire beaucoup, très attention à la vie. Voilà. Bon, au fait, j'aimerais rencontrer une histoire. C'est une histoire de ma grand-mère, paix à son âme. Quand nous étions vraiment enfants, on s'asseyait très souvent auprès de ma grand-mère, la taquiner, afin de nous raconter certaines histoires. Et vraiment, elle me manque. Voilà, l'histoire-ci, c'est deux copines. La morale, c'est quoi? Il ne faut pas faire souvent confiance à certains amis. Donc, c'est deux copines. Je vais le nommer, l'autre Fanta et l'autre Mariam. Voilà. Fanta, c'était la commerçante. Bon, elle arrivait vraiment à s'en sortir. Elle partait très souvent en Sierra Leone pour des commerces. Donc, elle connaissait très bien la Sierra Leone. Et l'autre, Mariam, bon, pratiquement, la vie ne l'a pas vraiment souri. Donc, mais malgré, elle marchait avec Fanta. Donc, du coup, Mariam demande à Fanta, ah, Fanta, ma copine, comment tu arrives vraiment à t'en sortir? Parce que là, la vie est vraiment chère, la vie est difficile. Comment tu arrives vraiment à t'en sortir? Et là, tu peux me dire, parce que je suis vraiment ta copine, tu peux me dire comment tu arrives à faire le commerce, partir jusqu'à Sierra Leone pour faire certains achats et se retourner. Donc, Fanta répond, ah, Mariam, tu sais, si tu veux vraiment m'accompagner, au fait, jusqu'à Sierra Leone, il n'y a pas de souci, je vais te montrer, au fait, comment ça se passe, le commerce. Mariam est d'accord, dit, ok, pensant que c'est sa copine, donc ils font un programme. Les deux partent jusqu'à Sierra Leone. Donc, Fanta connaît tellement la zone de Sierra Leone, mais elle est dans les mauvais trucs que Mariam ne sait pas, au fait. Donc, arrivée en Sierra Leone, elle envoie Mariam dans une grande cour. Elle dit à Mariam, ma copine, tu peux m'attendre ici. J'arrive, je dois faire certains achats au marché, je te trouve. Après, on va aller faire tes achats en plus. Mariam dit, d'accord, ma copine, il n'y a pas de souci, je t'attends ici. Et Fanta, ce que Mariam ne sait pas, Fanta l'a revendu en fait. Fanta a revendu Mariam en Sierra Leone, dans la cour là-bas. En fait, dans cette cour, les femmes sont séquestrées et les femmes sont enfermées dans une grande salle. En fait, ces femmes, c'est quoi? Ces femmes sont données au fait en sacrifice. Vous comprenez, ces femmes-là sont données en sacrifice. Donc, la nuit est tombée. Mariam ne voit pas sa copine. Et en ce moment, il n'y avait vraiment pas de téléphone. Je vais appeler ma copine comme ça, comme ça. Mariam ne voit pas sa copine. Elle patiente. Elle ne voit pas sa copine. Puis, elle veut sortir dans la cour. Le gardien l'interdit. Il dit non, personne ne sort dans la cour. Mariam se pose la question, mais pourquoi personne ne sort dans la cour? Moi, c'est ma copine qui m'a dit de l'attendre ici, donc je suis là en train de l'attendre, je dois sortir dans la cour. Il dit non, madame, personne ne sort dans la cour. Ici, quand quelqu'un rentre, tu ne vas pas sortir. Mariam est tellement étonnée. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Et la nuit est tombée.
Mariam voit 2 personnes venir la prendre, directement l'envoyer dans la grande salle. En ce moment, sa copine Fanta est partie. Donc, arrivée dans la salle, Mariam voit la grande salle, c'est rempli de beaucoup de femmes. Elle s'interroge. Et chaque matin, les gardiens rentraient et prenaient 2 femmes parmi ces femmes, l'envoyaient raser leur tête, leur laver très bien. Puis la nuit, ces femmes qui ont été rasées et lavées là, on vient prendre ces femmes, puis les envoyer. Maintenant, Mariam a remarqué ça, elle a remarqué ça. Bon, elle s'est liée d'amitié avec le gardien en question, le gardien qui garde la grande salle. Et demande au gardien, qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, je vois ici des femmes, quand on a besoin de 2 femmes, par exemple, on vient raser leur tête, les laver très bien, les nourrir. Et la nuit, je ne les vois plus le matin. Donc, le gardien dit non, tu sauras. Mais comme c'est une fille gentille, elle s'est liée vraiment d'amitié avec le gardien. C'est tellement liée d'amitié avec le gardien, elle était vraiment devenue amie avec le gardien. Un jour, le gardien l'appelle, l'a demandé, qu'est-ce qui t'a envoyé ici? Il a vraiment expliqué, c'est ma copine, je voulais vraiment faire des commerces. J'ai dit à ma copine de m'aider pour le commerce. Elle m'a envoyé ici, elle m'a dit de l'attendre dans la cour. Et sachant que moi, je ne sais pas ce qui se passe. Le gardien a tourné sa tête. Il dit, tu sais, la cour là, c'est quoi? Il dit, toute personne qui rentre dans la cour, cette personne ne sort pas de la cour. La fille dit, ah bon, pourquoi? Il dit, tu vois, toutes ces femmes sont sacrifiées. Toutes ces femmes que tu vois sont sacrifiées. Il dit, donc Mariam est là, elle dit, est-ce que tu peux m'aider vraiment à m'en sortir? Parce que là, la famille compte sur moi, je n'ai pas de moyens, j'ai ma petite fille en Guinée là-bas, et rien ne va. Le gardien dit, ok. Le gardien dit, tu veux t'en sortir? Mariam dit oui. Il dit, ok, tu vas suivre mes plans à la lettre. Une fois que tu vois, ces gardiens sont venus récupérer une femme, ils l'envoient. Ce que tu vas faire, tu vas essayer de chier beaucoup dans la salle. Maintenant, quand tu chies beaucoup dans la salle, pardon, désolé vraiment pour le mot, mais il faut que j'explique quoi. Donc, quand tu chies beaucoup, tu prends tes caca, tu mets sur ton corps, tout ton corps au fait. Il dit, c'est la seule manière de quitter. Tu te fais comme si tu es devenue une folle. Mariam dit d'accord. Et c'était le lendemain, le tour de Mariam. On a pris la fille, on l'a envoyée, on a rasé sa tête complètement. Donc, sa tête a été rasée. C'était son tour. La nuit, on devrait la sacrifier. Donc, quand on l'a pris, Mariam a suivi les conseils du gardien. La nuit, elle s'est salie là-bas, elle a pris son caca, elle a mis le caca sur tout son corps. Quand elle a mis le caca sur tout son corps, elle a commencé à ricaner, Donc, les gardiens étaient étonnés. Les gens qui prenaient les femmes pour le sacrifice étaient étonnés. Jusqu'à leur chef vient. Qui a envoyé cette folle ici? Qui a envoyé cette folle? Je vous ai dit, je ne veux pas d'une folle ici. Pourquoi vous faites ça? Je n'aime pas ça. Pourquoi vous envoyez une folle? Regardez, elle a salé ici, elle a salé ici. Prenez cette fille, sortez. Je ne veux pas d'elle. Vous comprenez? Donc, le plan maintenant a été suivi. Et quand le chef a dit ça, ils ont donné la fille au gardien. Parce que quand tu deviens folle, les trucs comme ça, on te donne au gardien. Le gardien t'envoie dans la brousse te tuer là-bas, au fait. Mais de toute façon, tu ne reviendras pas. Donc, la fille ricanée, elle s'est fait genre, elle est devenue une folle. Donc, du coup, on l'a donnée au gardien. Après, la fille, là, va, tu sais ce que tu dois faire avec elle. Elle ne doit plus respirer, tu dois la tuer comme ça. Donc, le gardien a pris la fille, il a envoyé la fille jusqu'à, c'était maintenant au bord de la mer. Il dit à la fille, il dit, lave-toi.
Il dit à la fille, tu m'as pas vu, je t'ai pas vu. Donc, ce que tu dois faire, disparaît. Il a indiqué les routes que la fille doit suivre. Jusqu'à la fille s'est retrouvée en Guinée. Arrivée en Guinée, elle a porté plainte à sa copine. Parce que quand Fanta est revenue en Guinée, sa copine est revenue en Guinée, sans sa copine, les parents de Mariam s'inquiétaient. Ah, où se trouve notre fille? Parce que là, tu es parti en Sierra Leone, notre fille, on ne la voit plus. Elle a placé des arguments, elle a essayé de mentir. Mais lorsque la fille s'est retrouvée vraiment en Guinée, elle a expliqué ce qui s'est passé vraiment. Et sur ce, il a envoyé une plainte à la famille de Fanta, sa copine. Vraiment, là, je pense que la fille a été emprisonnée 2 ans de prison pour tentative de meurtre. Donc, c'est un peu ma petite histoire et faites beaucoup attention. De nos jours, on pense que certains amis sont vraiment nos amis, alors qu'au fond d'eux, ce ne sont pas vraiment nos amis. Vraiment. Et sur ce, je vous souhaite très très bonne écoute et très très bonne soirée à vous. Je vous fais plein de bisous à toute la communauté DMG. Et j'ai plein d'histoires, mais le moment viendra. Inch'Allah, je vais vous en partager. Et merci beaucoup, merci et bonne écoute à vous. C'est vraiment une histoire vraie qui s'est passée. Et vraiment, paix à l'âme de ma grand-mère. Elle me manque vraiment. Elle me manque quand parfois je m'assois, je pense vraiment à ces histoires. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. Je tiens à vous raconter une histoire mystique. J'ai intitulé cette histoire Richesse sale. C'est l'histoire d'un monsieur qui était extrêmement riche. Ce monsieur possédait des hôtels, des camions, des snack bars, des boîtes de nuit, surtout des salles de jeu. Pour couronner le tout, ce monsieur faisait des lisures. Comme quoi, vous venez lui emprunter de l'argent pour lui rembourser avec intérêt au moment venu. Selon le délai fixé quoi. Sauf qu'avant de prendre cet argent, vous laissez des objets en gage. Ça pouvait être un appareil électronique, une voiture, des meubles et j'en passe. Chose étrange, lorsque les délais arrivaient, vous ne trouvez pas la force pour aller rembourser à ce monsieur. Pas parce que vous manquez de l'argent. Vous réussissez même à amasser cet argent, à rassembler tout ce que vous lui devez, mais en cours de route, vous vous découragez. Vous changez d'avis. Jusqu'à ce que vous décidez volontairement au finish d'abandonner l'objet mis en gage au profit de ce monsieur-là. Ce monsieur n'avait presque rien chez lui. Sauf qu'il amassait les objets pris en gage comme des trophées dans sa maison. Et il ne les revendait pas, chose curieuse. Au fil du temps, ce monsieur a employé un ami frère voisin. Paix à son âme aujourd'hui, c'était mon homonyme, il ne vit plus. Ami frère voisin, pourquoi? Nous avons grandi dans une cour commune. Eux, ils étaient les autochtones de là et nous étions en location où nous avons fait plusieurs années ensemble. Cet ami frère voisin était sage. Sage pourquoi? Parce qu'il n'avait pas du tout fait les bancs. Mais il était fort en électronique. Raison pour laquelle le monsieur riche l'avait employé pour gérer la maintenance de ses nombreuses salles de jeu. Au fil du temps, il était devenu friqué. L'arrogance en a suivi, mais il avait quand même gardé un sens de l'humour à notre égard. Mais chose curieuse, mon ami frère a commencé à être malade. Aujourd'hui, il a le palu, demain la fièvre. Et quand vous êtes près de lui, vous suivez des bourdonnements, des grands coups de tonnerre dans son ventre. Il a fait recours à la médecine moderne, ça n'a pas donné. C'est ainsi qu'il décide d'aller se faire examiner chez un féticheur. Voir un charlatan ou un marabout, ceux qui veulent quoi. Arrivé là-bas, le marabout lui fait comprendre qu'il a des grenouilles dans le ventre.
mais qu'il va simplement retirer les grenouilles, mais il ne va pas révéler l'origine de ces grenouilles-là à mon ami frère. Que ça ne valait même pas la peine que mon ami frère lui pose la question, parce qu'il n'allait rien lui dire. Chose faite, il a retiré les grenouilles. Selon mon ami frère voisin, il dit avoir vu ces grenouilles qui étaient au nombre de 3, si j'ai bonne mémoire. Il est sorti et rentré. Quelques jours plus tard, son boss, son patron, l'homme riche, est tombé malade. Au bout de 3 jours, il est décédé. C'est comme ça qu'avec le temps, toutes ces richesses dont j'ai cité au départ sont parties ensemble, quoi. Tantôt, les maisons et les boîtes de nuit qui s'incendient et les voitures qui explosent par-ci, par-là. Comme on dit toujours, que l'argent sale, c'est l'argent du sang, quand vous partez avec toute votre richesse satanique là. Vous ne laissez rien. Et même ceux qui ont contribué ou qui en savent quelque chose de cette richesse satanique là. Mon ami frère voisin, lui, il a presque recouvert la santé, sauf qu'il est devenu accro à l'alcool. Quand je parle d'alcool, il passait son temps à consommer les sachets de whisky. C'était devenu son quotidien. Comme vous le savez tous, comme on le sait tous, c'est un poison lent. Il tue à petit feu. C'est comme ça qu'un matin, on l'a retrouvé mort sur son lit dans sa chambre. Par la suite, nous avons appris que le monsieur riche avait tenté de donner en sacrifice mon ami frère pour les rituels d'argent. Sauf que ça avait mal tourné, Dieu avait décidé autrement. La question qu'on se pose ici, c'est qu'il n'était pas parenté. Il n'avait aucun lien de sang. Mais comment le monsieur a osé ou essayé tenter de le sacrifier? La réponse est mystérieuse, tout comme la question. Là, ce n'est que Dieu seul qui a connaissance de cela. C'était l'histoire que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. À vous de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à DMG TV. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Bonjour la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça va. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire, elle n'est pas vraiment longue. Voilà. Je vais juste rappeler aux gens que c'est vrai qu'on dit que quand une personne vous donne des consignes, pour nous enfants là, quand nos parents nous disent que non, voilà, quand je veux mourir, ne me faites pas ça. Quand je veux mourir, ne me faites pas ça. Parfois, il faut croire, hein. Parce qu'il y a parfois des retombées. Moi, je ne croyais pas à ça, mais j'ai vu avec mon grand-père. Voilà, l'histoire, c'est quoi? Je vivais avec mon grand-père, ma grande sœur et ma petite sœur. On était à 4 dans la maison. On était à 4 dans la maison. Voilà. Tout allait bien, c'était tranquille. Mais j'étais la plus aimée de mon grand-père. La plus aimée. Voilà. Il me donnait tout. Je voulais son argent, tout ça là. Il m'aimait vraiment. Mais il nous aimait toutes. Mais il m'aimait vraiment. Voilà. Donc, un jour, mon grand-père est tombé malade. Voilà, il ne voulait pas nous faire savoir qu'il était malade. Il ne voulait pas nous faire savoir ça. Donc, on avait les toilettes d'avant là. Les toilettes du village d'avant là. Donc, un jour, un matin, il se levait, il allait aux toilettes. Et en revenant des toilettes, il est tombé derrière notre chambre. Il y a une autre chambre où je dormais avec ma grande soeur, parce que ma petite soeur, elle était enceinte de son premier fils, donc elle dormait dans sa chambre. Voilà. Donc,
On dormait, et il est tombé. Ma grande sœur me dit, ah, voilà, papy est tombé. Quand je regarde par la fenêtre, oui, effectivement, il était allongé là au sol. Je tourne la maison, je vais derrière où il est allongé. Il me dit, non, viens. J'avais peur. À l'époque, là, je ne savais rien. J'avais peur. Il me dit, non, viens. Faut pas avoir peur, viens. Je tiens à mentionner que si j'étais parti ce jour-là, peut-être il devait me transmettre son pouvoir. Mais et puis, si j'étais un homme, voilà, il devait me transmettre son pouvoir. Mais j'avais tellement peur que je me suis dit, ah, non, je ne peux pas arriver à côté de toi. J'ai demandé à distance, papy, il y a quoi, tu as quoi? Il me dit, je suis tombé. C'était sa dernière parole, je suis tombé, qu'il m'avait dit, je suis tombé. En temps, ma soeur, ma grande soeur, mon aînée, elle était déjà là à appeler notre oncle qui vivait à côté. Voilà. Donc, quand ils sont venus, voilà, ils ont pris mon grand-père, ils l'ont amené au salon. Voilà, il était là allongé. Voilà, il était là allongé. Il a dit à mon oncle là, que non, j'ai dit à mes enfants que quand je vais mourir, on ne m'amène pas à la morgue, enterrez-moi directement. C'est comme ça comment l'oncle a dit, ok, comme tu les as déjà parlé, il n'y a pas de problème. C'est tranquille. Voilà comment il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Voilà. On a préparé les obsèques, tout ça là. Donc, quand mon oncle, en fait, ses deux beaux-fils, sont allés à Gassetga récupérer la dépouille de mon grand-père. Voilà. Quand ils ont mis la dépouille dans la voiture de Gassetga, nous on n'était pas. La voiture, peut-être que la voiture, ils ont failli mourir le dedans. C'est-à-dire il a voulu partir avec ses deux beaux-fils parce qu'il était déjà en colère. Le fait qu'on ne l'a pas enterré directement, ils l'ont amené là-bas. Donc la voiture, peut-être que la voiture a démarré seule. Eux, ils se sont écartés parce que la voiture venait vers eux, ils se sont écartés. La voiture est partie caler l'autre côté de la route. Donc, ils ont gardé ça pour eux. Ils sont venus avec la dépouille. Arrivé à la maison, comme il y avait une pente, la voiture refuse de descendre là, la pente là, pour qu'on soulève le cercueil emmené à la maison. Des signes bizarres. La voiture refuse de descendre. Donc, ils étaient obligés de descendre depuis la pente là-bas avec le cercueil jusqu'à la maison. Voilà comment tout a commencé. On a pleuré, machin, voilà. Donc, moi, je ne sais pas, bien que je dis que non, voilà, si j'étais un homme, il devait me transmettre son pouvoir. Mais je crois que j'ai reçu une partie du pouvoir de mon grand-père là, parce que j'ai la capacité de visionner quelqu'un comme ça. Mais en fait, si je ne veux pas approfondir ça, parce que je ne veux pas que ça me dérange, bien me cause des problèmes en fait. Je vais d'abord couper tout court. Je vais d'abord un peu couper. J'habitais dans un quartier de Libreville. Voilà, j'étais vraiment très en contact avec mon bailleur. Elle m'aimait beaucoup. Voilà, donc du coup, quand je suis quitté là-bas, on a gardé le contact. Un jour comme ça, là, je rêve que voilà, l'enfant de la voisine, ma voisine, où je vivais là-bas, est décédé. Mais une mort bizarre, sale. Ils ont foutu le bâton, excusez-moi, à l'anus. Voilà, il gissait dans une mare de sang. Je me réveille en sursaut. J'ai directement pris le réflexe d'appeler mon ancienne bailleresse. Maman, oh, ça va là-bas, oui. Et tel, son fils va bien. Oh, il va bien et tout, machin. Mais il y a quoi, il y a un problème? J'ai dit non, parce que j'ai fait un rêve, voilà. Elle m'a dit non, il va bien, ça va. Et au bout d'une semaine, le petit est décédé. Et elle m'appelle, elle me dit non, le petit est décédé. Quand je suis allé, sa mère a pleuré. Elle m'a dit, si tu m'aurais dit ça moi-même, peut-être je devais emmener l'enfant vers toi parce que c'est comme ça. Et il paraît que c'est comme ça.
Quand quelqu'un fait un mauvais rêve sur l'autre, on amène la personne. Bon, chez certaines personnes, hein, moi je ne savais pas, on amène la personne chez celui qui est arrivé et puis voilà, il fait des prières, c'est comme ça. Si je savais ça, je devais amener l'enfant vers toi, tout ça là. C'est ce qu'elle m'avait dit. Juste mentionner que non, voilà, j'ai la capacité de voir. J'ai cette capacité-là, mais je ne peux pas l'approfondir parce que je ne veux pas que ça me dérange. C'est un peu ça. Mais de temps en temps, bon, ça m'arrive comme ça là, de voir certaines choses. Si je veux, je parle. Si je veux, je me tais aussi. Parce qu'il y a d'autres qui causent des problèmes. Il peut avoir son problème ailleurs. Il vient te dire, il vient t'accuser que c'est toi parce que tu as rêvé. Donc ça là, on connaît ça. Donc du coup, voilà pourquoi je refuse ce travail. Donc après, quand on pleurait mon grand-père, je reviens à mon histoire. Dès qu'on pleurait mon grand-père, c'était juste une petite parenthèse, excusez-moi. On pleurait mon grand-père. Moi, j'étais la seule à voir mon grand-père assis comme un roi devant la porte. Et il nous regardait. Il était assis couronné il était couronné avec des trucs, machin, mais sa chaise là où il était assis était blanche. Tout était blanc sur son corps. Bien propre. Mon grand-père était là. Le calvaire a commencé. Je vous assure que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Les poules, comme il gardait les poules mortes, bien secs. Les arbres fruitiers, atangati, mangui, on appelle ça comment? Le cacaoé, tout ça là, je vous assure que les arbres sont devenus secs à une fraction de seconde. Tout était sec dans la concession. Les cabris morts, tout. Les gens se demandaient que c'est comment. Ils ont commencé à parler qu'on non, il n'a pas voulu qu'on l'enterre, machin, tout ça. Il fallait maintenant faire un rituel pour calmer son esprit. Ah, les hommes on nous a chassé toutes les femmes. Voilà, les hommes ont fait descendre le mouhi. Voilà, c'est un rituel aussi, je ne sais pas trop, je ne connais pas tout ça là. Ils ont fait descendre le mouhi. Nous, on était cachés chez les voisins, partout, toutes les femmes, on était un peu cachées. Ils ont fait leur rituel là où ils ont calmé l'affaire. Après, il fallait qu'on aille l'enterrer. Voilà encore le grave problème, la voiture ne démarre pas. Ils t'ont fait peut-être 4, l'enterrement était prévu à 10 heures, ils t'ont fait peut-être 5 heures de temps là, essayer de démarrer la voiture n'avait aucun problème, appelé le mécanicien, la voiture n'avait aucun problème. Mon grand-père ne voulait pas partir. Elle dit, comme vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, vous allez voir, je vais vous montrer. Bloquer la voiture. Les anciens sont venus là, ils ont parlé. La voiture a démarré. On est parti nommer mon grand-père. C'est comme ça comment l'affaire s'est terminée. Mais mon grand-père là aujourd'hui, je vous dis que je vous assure qu'il est toujours mon protecteur. Depuis là où il se trouve, il est toujours mon protecteur. Voilà. Quand j'ai fait l'accouchement par césarienne de ma dernière fille, voilà, sincèrement, j'étais déjà parti parce que je suis allé à l'hôpital. Imaginez-vous, je pars à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital à 22 h avec des douleurs. Je suis négligé par les sages-femmes, négligé. Elle me fait l'échographie, elle voit bien qu'il y a providence du cordon, c'est-à-dire le cordon est devant. Au lieu que c'est la tête qui soit devant, le cordon est devant, mais j'ai les contractions depuis 22 h. Il est 8 h du matin, elle me fait l'échographie, elle voit bien que le cordon est en providence. En providence, elle ne peut pas agir. C'est quand le docteur arrive, une dame américaine, dès qu'elle arrive, elle dit, mais non, mais vous aussi, depuis 22 h que la dame est là, il est 8 h du matin, mais elle a beaucoup souffert. Allez, au bloc. Quand on me met sur le lit là, je vous assure que non, je vois la mort. Je dis là, je serre la main de cette dame là, je dis non maman, sauvez-moi. Je suis en train de mourir. Elle dit oui, on va te sauver, t'inquiète. Dès qu'on arrive à la salle d'opération, ils sont là, ils font leur prière. Moi, mon esprit n'était plus là. Moi, j'étais déjà, je peux vous dire que non, j'étais déjà à la toiture, en train de regarder comment on tente de travailler mon corps. J'étais là-haut. Je regarde comment on travaille mon propre corps. Ils ont fait la prière là. Arrivé là-bas, mon grand-père me dit, toi, tu viens faire quoi ici là? Redescends. Ici, c'est pas bien. C'est pas ton jour.
redescends. C'est comme ça comment mon opération s'est bien passée. Je suis sorti de là-bas tranquille, malgré que j'ai eu la paralysie. Pendant une semaine, il s'est resté paralysé sur mon lit. Je n'ai même pas l'occasion de soulever mon bébé. Quand je vais un peu donner l'enfant au sein, ça ne va pas. Et à la fin même, j'ai perdu cet enfant. Il a fait une semaine de vie à l'hôpital parce que j'étais resté une semaine paralysé aussi. Il a fait une semaine de vie à l'hôpital et il est parti. C'est mon grand-père qui m'a chassé pour me dire que non, voilà, je ne veux pas que tu viennes ici, là. Voilà. C'était un peu ça, mon histoire. Voilà. Comme je disais, là, tu étais là pour moi. Toujours là pour moi. Mais après, au bout de quelques années encore, il y a encore un autre truc qui s'est passé, un même truc du jour concernant lui. Je vois mon grand-père. J'étais avec une amie d'enfance. On est très rapprochés. Nous sommes allés. J'ai dit non, accompagne-moi à rendre visite à mon grand-père. Elle m'a dit ok. Nous sommes partis dans le rêve. On part. Arrivé là-bas, mon grand-père me dit mais tu es venu faire quoi ici? Quand j'arrive, j'ai trouvé mon grand-père, il est en train de soigner les malades là où il est. C'était comme dans vous voyez la guerre d'Armageddon dans la Bible là. Tout était détruit. Les grosses pierres, tout était détruit là-bas. Mon grand-père était là-bas. Il avait son hôpital où il soignait les malades. Mais les malades en question, il y avait des gens qui avaient les pieds cassés, les autres là-bas, machin, les bras cassés, machin, les malades bizarres. Il m'a dit, tu es venu faire quoi ici? Je suis venu te voir. Il m'a dit, non, pas. On ferme le portail à 17h. Si jamais le gars, il est déjà 17h, va vite. Il va, sors. Donc mon grand-père m'a poussé. Ma copine a reçu à sortir du portail. Elle est sortie la première du portail. Quand mon grand-père me poussait, sors. Dès qu'il m'a poussé seulement hors du portail, le portail s'est refermé. Je me suis réveillé. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Juste vous rappeler que parfois, c'est vrai qu'on dit que les morts sont morts, mais sincèrement, mon grand-père là, je ne sais pas, puisque je me demande vraiment ce qu'il m'avait transmis. Voilà, il ne me fait pas du mal dans mes rêves, il est toujours là pour me protéger, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Franchement, merci pour tout ce que vous faites pour sensibiliser les gens. Je vous dis vraiment merci beaucoup. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Mais d'abord, je vais raconter une petite histoire et ça ne va pas vraiment prendre du temps. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais au l'abattoir. Au l'abattoir où on tue les bœufs là. Le bœuf, là-bas, eux, ils tuent uniquement les bœufs. Souvent, on peut tuer 10 bœufs par jour. Souvent, on peut tuer peut-être 5 bœufs, 8 bœufs. Souvent, les moments de fête même, les gens peuvent tuer peut-être 60 bœufs par jour. Donc, moi, je partais au l'abattoir. Souvent, il m'arrivait à 1h du matin, quand les gens finissent de tuer le bœuf. Et après ça, les gens ramassent du sang de bœuf là, pour essayer d'arranger. Et c'est nous qui balayons et tout ça. Donc, quand on finit, eux, ils nous donnent maintenant le bœuf, les petits morceaux de viande, et on va avec ça à la maison. Souvent, on vend. Ça peut vouloir coûter souvent peut-être, quand on vend souvent, ça peut faire 10 000, ça peut faire souvent 15 000 quand on vend. À chaque fois, il partait là-bas pour vendre. À chaque fois, il partait là-bas pour chercher le bœuf. Donc, un jour, c'était un 31 nuit. Les 31 nuits, quand on veut tuer le bœuf, ça peut vouloir au moins 100 bœufs comme ça. Donc, le jour là, ils ont tué le bœuf jusqu'à... Maintenant, il y a un autre bœuf grand comme ça qui a accouché. Autre petit. Donc, après, quand ils ont tiré bœuf là, à côté de son enfant, bœuf là, c'est du jamais vu. Bœuf là a commencé à couler l'âme. Maintenant, peut-être de bœuf là, il y a les gens qui lui disaient que ne tue pas bœuf là. Tu ne vois pas bœuf là, on voit que bœuf là coule l'âme là, tu ne vois pas. Il dit non, lui actuellement, après la fête, les choses ne vont plus marcher. Donc lui, il va
coûte que coûte tuer le bœuf là. Donc, il a tiré le bœuf là à côté de son enfant là. Et puis là, il voulait égorger le bœuf là. Donc, quand il voulait égorger, on ne sait même pas comment ça s'est passé. Non, mais moi-même, c'était devant moi. Je n'ai rien vu dedans, même comment ça s'est passé. Et lui-même, il a pris le couteau qu'on prend pour égorger le bœuf là. C'est le couteau. Ça, c'est pas un couteau, mais je peux dire machette. On attache les 2 pieds et les 2 bras. Et l'autre passe à gauche, l'autre passe à droite. On tire le bœuf là et puis ça tombe et puis on égorge. Donc, un coup, c'est lui avec ses frères qui voulaient tuer le bœuf là. On a mis seau en bas pour que sans la coule dedans. Un coup, lui-même, il a pris le couteau là, il a commencé à crier seul. Il est là, mou, il a commencé à crier, genre, de toute façon, le bœuf là parle mou, là. Il a commencé à parler comme ça, mou, mou. Ah, nous tous, on est étonnés. Tout ce qui était même dans l'abattoir là, même, qui était dedans là, aux terrasses là, ils ont fui, ils sont venus en bas. Il a commencé à crier, il a crié, il a crié. Après lui-même, il a pris le couteau là, lui-même, il a commencé à se gorger lui-même. Nous tous, on a commencé à crier, mais c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Il parlait même plus, il a mis sa langue au dehors, il a commencé à se gorger lui-même. D'ici, on va se rendre compte là, son sang a commencé à couler. Et après, peu là, son enfant là a commencé à sauter. Il est venu voir sa maman. Après, ils ont libéré Beu là. Et puis Beu là est parti derrière son enfant. Donc, franchement, il y a des choses. C'est pas tous les animaux on peut tuer facilement comme ça. Franchement, merci DMJ. Et merci aussi aux Gabonais. Franchement, les Gabonais, vous êtes vraiment premier. Franchement, je vous dis chapeau. Là, on va passer à la 6e histoire. Bonsoir DMTV. Bonsoir à la communauté DMTV. Likez et partagez. Voilà, je me nomme Sanou Marie-Angèle et je viens du Burkina Faso. C'est ma première fois et de participer à votre émission. J'ai vraiment aimé les histoires que les gens racontent. Ce sont des histoires qui édifient surtout. Merci pour le travail que tu fais. Je voulais vous raconter une histoire. C'était l'histoire d'une dame. Une dame qui était pleine aux as. Cette dernière était mariée. Mais malheureusement, son mari n'avait pas assez d'argent comme la femme. La femme était musulmane. Son mari également était musulman. C'était une femme qui était prête à tout pour aider les pauvres, pour aider la communauté musulmane. Elle faisait du bien à tout le monde. Mais un jour, malheureusement, un vendredi, la bonne dame est décédée. Quand la bonne dame est décédée, tout le monde parlait du bien de cette dernière. Les gens ont décidé qu'il faut qu'on amène le corps à la mosquée pour la prière du vendredi. Donc, ils ont amené le corps à la mosquée. Ils ont prié, mais l'imam, celui qui était devant, qui était en train de diriger la prière, a vu que le cercueil était vide. Lui n'a rien compris. Après, ils sont partis au cimetière pour l'enterrement. Après l'enterrement, l'imam du quartier est parti voir le mari de la bonne dame qui est décédée. Ah, monsieur, votre femme est décédée. Tout le monde disait du bien d'elle, que c'était une bonne personne, tout. Les gens ont décidé qu'on amène le corps à la mosquée pour la prière. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand on a fait rentrer le corps dans la mosquée, j'ai vu que le cercueil était vide.
J'ai vu que le cercueil était vide. C'est pour cela que le monsieur a dit, c'est vrai que ma femme aidait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin. Mais moi, je souffrais. Que ça fait presque 10 ans. Ma femme ne me respecte plus. Elle me manque de respect. Ma femme ne veut même pas avoir de rapport sexuel avec moi. C'est pour cela que l'imam m'a dit qu'il lui comprend maintenant. Il comprend maintenant pourquoi le corps n'était pas dans le cercueil. Qu'est-ce que lui demande au monsieur? Lui demande au monsieur de faire pardon à cause de Dieu, d'aller sur la tombe de sa femme pour lui pardonner, que sinon l'âme de la femme n'est pas tranquille, que de faire à cause de Dieu, d'aller demander pardon à sa femme, de pardonner à sa femme pour tout ce qu'elle a eu à faire de mal dans son vivant. La morale de cette histoire, c'est que dans la vie, soyons humbles. Même si tu as l'argent plus que ton mari, tu lui dois du respect et considération. Tu dois le respecter. Tu ne dois pas dire que non, parce que toi tu as l'argent, tu ne veux pas que ton mari te touche. C'était ma part d'histoire. Merci beaucoup. Bonne suite à tout un chacun. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 7e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul. L'histoire se déroule au Cameroun, dans la région du Sud, dans certaines villes dont je vais taire les noms. J'ai intitulé cette histoire Blindage mystique. C'est l'histoire d'un monsieur avec son groupe de braqueurs qui sont allés voir un féticheur afin d'obtenir un blindage mystique pour aller braquer dans certains pays d'Afrique centrale sans jamais être arrêté par la police et revenir se réfugier au Cameroun. Le monsieur a ainsi fonctionné durant toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'il décide un jour d'arrêter pour se lancer dans les affaires. Il a ainsi opté pour l'immobilier, où il a construit des hôtels, des auberges, des bars, des snacks et surtout des boîtes de nuit. Comme le monsieur avait le gros cœur et était friand d'argent, il allait entrer dans une loge satanique pour se faire plus d'argent à travers les rituels en sacrifiant les gens, voire les membres de sa famille. Le monsieur avait interdit à sa femme de fréquenter les spirituels, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs et les féticheurs. Le monsieur était étrange. Il ne respectait personne, ne respectait pas les autorités de la place. Il était insolent, impoli à la limite. Il insultait presque tout le monde. Il disait n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe qui. Le monsieur était également bizarre parce qu'il n'était pas le style de patron qui attendait que ses gérants viennent lui rendre compte au bureau, mais lui-même était parfois un fou au moulin lors de ses contrôles dans ses structures, comme quoi quand il vient, il vous trouve que peut-être vous n'avez pas de consommation devant vous, il vous demande si vous allez passer vos commandes, vous lui dites oui, il vous demande à qui vous avez passé les commandes, et lorsque vous doitez une ou plusieurs serveuses, il ne disait rien à l'instant, il allait d'abord chercher votre commande et venir vous servir vos boissons. Mais quelques minutes après, il appelait là où les serveuses qui ont failli ou qui ont été différentes à leur travail et il les virait là sur le champ sans aucune rémunération. Les caves
de ce monsieur ne faisait jamais faillite et ne faisait jamais pénurie comme ailleurs. Pourquoi? Certaines langues faisaient comprendre que quand vous allez consommer dans les snacks, dans les bars, dans les boîtes de nuit de ce monsieur, une fois que vous allez aux toilettes uriner dans les bidets, vos urines sont effectivement conduits par des tuyaux qui peuvent se déverser plutôt dans des grands fûts et non dans la fosse septique. Et c'est de là-bas qu'on récupérait mystiquement vos urines là pour vous refaire de la boisson, vu que ces caves n'étaient jamais vides et que la boisson ne manquait jamais. Le monsieur décida donc un jour de voyager. Comme sa femme savait que son mari trempait dans les affaires louches, elle était allée voir sa mère qui l'a amenée chez un féticheur. Mais comme son mari l'avait interdit, comme je disais tantôt, d'aller voir les féticheurs, elle le faisait simplement et seulement quand il voyageait, parce qu'elle était vraiment contrôlée quand il était dans la ville. Parti alors en voyage, sa femme est allée une fois de plus voir son féticheur. Le féticheur lui a fait comprendre que cette fois-ci c'est la bonne. Ton mari va comme ça pour te sacrifier. Il a donc fait le blindage mystique qui correspondait à sa protection. Et il a demandé de rentrer à temps. Le mari effectivement arrivé, il a retrouvé ses collègues sataniques. On lui a présenté un miroir. Et on a présenté une jarre d'eau où l'image de sa femme était présente. On lui a donc remis un poignard et on lui a demandé de porter le coup de grâce afin qu'on récupère l'âme de sa femme pour qu'il ait son argent. Le monsieur prend donc le poignard. Lorsqu'il essaye de frapper sur le miroir, il est retenu par une force surnaturelle. Il frappe, il est retenu par une force. Il essaie maintenant plusieurs fois, que ce soit sur le miroir et que ce soit dans la jarre d'eau, il ne parvient pas à atteindre l'image de sa femme. On lui dit alors, ses amis, ses collègues sataniques lui font comprendre que mais comment tu as fait plusieurs tentatives, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, ça veut simplement dire que ta femme est blindée. Comment toi tu veux atteindre quelqu'un qui est blindé? Il fait donc comprendre qu'il avait bien intérêt à sa femme de ne pas partir voir un spirituel, mais il semblerait qu'elle allait, vu qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Qu'il va arranger le problème, il va rentrer arranger le problème. Les ritualistes et les sataniques ont dit non. Tu sais bien que quand le jour du rassemblement arrive, le jour de l'assemblée arrive, on ne renvoie pas. On doit seulement sacrifier automatiquement. En tout cas, tu connais la suite, va attendre. C'est comme ça que le monsieur est sorti de là, tout déprimé. Il appelle sa femme, il fait comprendre à sa femme que sa femme l'avait tué. Parce qu'il avait bien interdit à sa femme d'aller voir les spirituels, mais elle s'est entêtée et elle est allée. Voilà que maintenant, les spirituels où elle allait, l'ont lancé un mauvais sort. Il ne dit même pas qu'il partait pour sacrifier et qu'il a trouvé que sa femme blindée lui raconte cette histoire à dormir debout là. C'est comme ça qu'au bout de quelques heures, on a appelé sa femme pour l'annoncer le décès. Et la nouvelle avait circulé vraiment dans tout le Cameroun, surtout dans le sud de Cameroun. Pour ceux qui connaissaient ce monsieur-là. Je tiens donc à invoquer les uns les autres, à prier Dieu. Parce que j'ai compris là que Dieu n'a pas voulu. Certes, le marabout est protégé, mais quand Dieu décide que vous ne serez pas, ce n'est pas votre jour, ça ne sera pas votre jour. Ton marabout a peut-être un don de Dieu, le féticheur a peut-être un don de Dieu, mais c'est Dieu qui est au-dessus. Donc, mes chers, prions Dieu. C'est tout ce que je tiens à vous dire. Prions Dieu. Je ne sais pas si la femme est veuve heureuse, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours en train de gérer les richesses que son mari a laissées. Et je ne sais pas si vraiment, comme je disais tantôt, si elle se plaît dans ça. Mais la leçon est passée et je tenais donc à partager cette histoire avec vous. C'était Sagesse de Paul au Cameroun, depuis la ville de Kribi. À vous
de liker, de commenter et de partager. Surtout, abonnez-vous à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et le monde invisible, voire obscur. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour DMG TV. Je salue aussi toute la communauté parce que ça fait pas longtemps que je regarde tes publications. Ça fait peut-être à peine un mois, mais je suis devenue accro en fait. Je suis devenue accro aux publications et j'ai pris du plaisir à regarder parce que ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Déjà qu'avant, j'ai appris aussi selon mon expérience, mais avec des histoires, j'apprends encore beaucoup de choses. Je suis une jeune africaine vivant dans un pays africain, un pays d'Afrique et tout. Et lorsque mon histoire, je vais la conter, elle ne serait pas trop longue, je vais la conter. Donc, c'est ma propre histoire que j'ai vécue dans ma propre vie. Je suis allée en capitale, j'ai fait des études et j'ai terminé. Heureusement, ma formation n'était pas longue, j'ai fait une formation de à peine 2 ans. J'ai terminé, je suis revenue en province voir mes parents. Et d'ici, de là où je restais avec mes parents, il fallait encore quitter la ville de mes parents pour aller dans une autre ville pour chercher le travail. Donc, je suis allée dans l'autre ville, là où je suis allée chercher le travail. Et lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé le travail. Mais comme je n'ai pas de parents dans cette ville, je n'avais qu'une de mes filles qui restait là. Donc, il fallait que je m'installe avec elle, sachant que je n'avais pas encore de sous pour pouvoir me prendre en charge. Donc, je restais avec elle. Elle et moi, on a fait pratiquement 1 an et demi. Elle avait ses enfants et tout. Je m'occupais des enfants quand elle n'était pas. Je préparais quand je rentrais du boulot et tout, etc. Mais au fur et à mesure que je restais, je me suis dit non, j'ai déjà mis assez de temps. Il faut bien que je quitte de là où je suis pour aller chercher au moins mon appartement à moi ou bien une chambre et tout pour que je puisse au moins me prendre en charge vu que j'ai déjà quand même bien débuté le travail. Je sors de là pour aller chercher un domicile. J'ai cherché, c'était pas facile. J'ai quand même eu une maison dans le même quartier là où on restait avec ma fille, ma grande fille et tout. Donc, je suis rentrée, je suis allée chercher et j'ai eu la chambre dans une concession et il y avait la maison de la bailleresse dans la même concession. Donc, ma chambre, elle était collée à la chambre à la maison de la bailleresse et tout. C'était une chambre américaine, il y avait tout à l'intérieur. Relais, tout ça, je suis rentrée, j'ai aménagé. Après les premiers mois, en fait, c'était tranquille. J'ai aimé le cadre parce qu'il était tranquille. On était en concession. Il n'y avait pas de voisinage et tout. C'était tranquille, en fait. J'aimais ce calme. Je revenais du boulot, je rentrais, je dormais. Quand mon ami arrivait le week-end, puisque lui, on ne travaille pas dans la même ville. Donc, lorsqu'il arrivait le week-end et tout, on passait du temps. En tout cas, on était tranquille. Moi, j'ai aimé le cadre et tout. C'était tranquille. Je payais bien la maison de Truy et tout, sachant que je suis en location. Maintenant, un jour, c'était un dimanche. Bon, quand je suis d'abord rentrée au tout début, je dors, voilà, un jour je dors, je rêve quelqu'un qui vient me combattre dans le rêve. Je rêve quelqu'un qui vient me combattre dans le rêve. Déjà, au préalable, je prie en fait, je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Je suis arrivée, je dormais et dans le rêve, la personne était en train de me saisir le bras. La personne me tirait, elle m'appuyait le bras, elle m'appuyait le corps, cette personne. Et j'étais en train de crier au nom de Jésus, ceci, cela. En tout cas, je priais dans le rêve, je priais et tout. Et subitement, l'Esprit Saint m'a montré le corps de cette personne, donc la silhouette de cette personne. Bon, au tout début, je ne me suis pas directement attelée pour dire que voilà, c'est X personne. Et tout, on m'a montré la silhouette de la personne. Je n'ai pas vu le visage, mais j'ai vu la silhouette de la personne là. Je me suis levée le matin, avec ma prière, je suis partie au travail. Le soir, je suis revenue, j'ai dormi et tout. Je me suis endormie et tout. Et le soir, peut-être 2 ou 3 jours après, ça s'est encore reproduit. J'ai prié et tout, la personne fouillait à chaque fois. Et un jour, je sortais de la maison. Et j'ai eu en fait, c'est comme si on m'a montré la personne que j'avais vue dans le rêve. Donc, c'était ma bailleresse. Elle était grande de taille, pas trop grande de taille, mais grande de taille, grosse et tout. J'ai dit à ce moment, mais voilà la silhouette que j'ai vue dans la nuit et tout.
j'ai commencé quand même à me ressaisir et tout. Je lui ai demandé à une soeur de l'église, elle me fait comprendre que oui, effectivement, si seulement ta montagne, c'est que c'est ça, mais c'est que je dois te conseiller, c'est que tu dois seulement prier. Continue de prier, mettre ta nuit entre les mains de lui à chaque fois que tu t'endors. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand je dormais le soir, je faisais la prière. Ça, c'est un peu cassé parce que j'avais plus les nuits. Apparemment, quand j'ai vu ça la première fois, je n'avais plus de nuits assez calmes. Et tout. J'ai continué de prier et tout et tout. J'ai beaucoup prié, j'ai vraiment beaucoup prié et tout. Et puis voilà. Et un jour, mon ami est arrivé un week-end. Dès qu'il est arrivé le week-end, on était tranquille en fait. On a dormi. Au moment où on s'endort, j'écoute quelqu'un. En fait, pas j'écoute, je vois quelqu'un qui vient, genre une ombre d'un homme, même monsieur, parce que cette fois-ci, elle n'était plus revenue avec sa silhouette. Elle était revenue avec la silhouette de quelqu'un d'autre, donc un monsieur grand de taille, mince. Il s'est positionné devant nous, donc je l'ai vu rentrer dans la porte, par la porte. Il s'est mis debout devant moi, devant nous, là où on est en train de dormir, donc debout devant le lit. Il nous regardait. Au même moment où il nous regardait, mon ami, il est en train de bouger dans le rêve et tout. En fait, il bougeait, et pas dans le rêve. En réalité, parce que quand j'ai vu la personne, c'était comme si c'était un cours. En fait, c'est comme si c'était réel. Mais réel, c'était très bref, en fait. Je me suis levée, je me suis allongée, j'ai repris mes esprits. J'ai prié, j'ai terminé de prier et tout. Et ensuite, l'esprit s'est éclipsé, l'esprit est parti. Je me suis endormie, je me suis levée le matin. Bon, mon ami n'est pas trop genre les histoires de j'ai vu, j'ai machin et tout. Je n'ai pas expliqué, j'ai gardé ça pour moi et tout. On a vécu la vie et puis c'est resté comme ça. Un jour, je vais à l'église, un dimanche, je prie, je termine de prier, je rentre à la maison. Dès que j'ouvre la concession, elle était assise dehors parce qu'après, à un moment donné, nos relations ont été brouillées. Je ne me suis pas trop rapprochée d'elle. Je ne sais pas pourquoi mon esprit ne voulait pas se rapprocher, mais je ne me suis plus trop rapprochée d'elle. Et quand je suis rentrée dans la concession le dimanche, elle m'a dit, ma fille, je voulais te voir et tout. J'ai dit, oui, maman, je t'écoute, bonjour et tout, bon dimanche. Elle m'a dit, non, j'avais bien machin. Bon, moi, j'ai joué aux hypocrites. Hein. Je n'ai pas voulu lui montrer que voilà ce que j'avais vu et tout. Je ne m'en prenais pas à elle, je ne l'insultais pas, je ne manquais pas de respect. Je continuais de lui parler, mais comme si rien n'était. Elle m'a dit, non, en tout cas, je voulais te parler et tout. C'était juste de te dire que la maison, j'ai mis la maison en location à une société, donc une société de la place, je veux que tu me libères la maison et tout, que tu libères ma maison parce que je vais la mettre en location avec cette société-là, elle veut louer toute la maison et tout, donc je souhaite que tu libères ma maison. Ça m'a fait un coup au cœur en fait. Je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée dans la maison. J'ai dit, mais c'est pour quand que je dois libérer? Et toi, elle dit, non, tu n'as la caution que d'un mois. Le préavis, autant pour moi, tu n'as que le préavis d'un mois. Sachant que j'avais déjà ma caution qui était là. J'avais aussi, on appelle ça comment, mon mois qui était là. Je dis, bah, ok, il n'y a pas de problème. Je vais libérer. J'ai commencé à chercher la maison et tout. J'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé les maisons. Et puis j'ai fait le choix parmi toutes ces maisons que j'avais trouvées. Et je suis sortie de chez elle. Et effectivement, elle n'a jamais mis cette maison en location avec aucune société présente dans la ville là où je vis, comme elle l'avait dit, elle avait prétendu. Elle voulait juste que je libère sa maison parce que j'ai limité maintenant ses sorties nocturnes. Mes prières l'empêchaient de faire ce qu'elle voulait faire et tout. Elle voulait m'utiliser, mais elle n'a pas pu m'utiliser, sachant que moi je priais et tout. Donc c'est comme ça que c'est resté. Et quand je suis sortie, c'était tranquille, on ne s'est jamais discuté, on n'a jamais rien dit. Je suis restée polie, courtoise, je suis juste allée, j'ai récupéré ma caution, j'ai lui au revoir et puis je suis partie. Et depuis là que je suis partie, là où j'ai vu, je suis tranquille, même si après c'est chacun quoi. Et moi quand j'étais rentrée, je disais toujours qu'il ne faut pas que la personne m'emmerde. Elle fait ses choses, elle a le droit, mais qu'elle ne m'emmerde pas, mais elle a voulu s'en prendre à moi. Et puis après, je suis partie de chez elle, quoi. C'était tranquille. Et la morale dans l'histoire, c'est que, en fait, prions toujours, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous sauve. Prions toujours. Parce que les gens qu'on rencontre, ils peuvent avoir le plus beau sourire du monde, hein, mais ces personnes sont très méchantes. Lorsqu'elles veulent te faire du mal, elles te feront du mal, elles ne vont même pas un peu regarder quoi que ce soit. Donc, c'est ça la morale de l'histoire. Je demande aux gens de prier, de toujours prier et tout, de toujours prier. Et tout, de toujours prier, rester en prière et tout. Donc, c'est un peu ça. Je demande toujours aux gens de prier, remettez tout entre les mains de Dieu et tout. C'est la meilleure des choses, c'est la meilleure protection qu'on peut avoir en fait.
Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMG TV. Moi, je suis vraiment nouveau parmi tes abonnés. Je regarde la chaîne, ça fait quelques mois déjà, mais j'aime beaucoup le mouvement que tu fais et j'apprécie beaucoup. Je suis toujours tes histoires et c'est vraiment très édifiant. Vraiment, je te remercie beaucoup et je te félicite beaucoup pour le travail que tu fais. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'apporter ma contribution en racontant une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. C'était dans les années 2000 quand j'étais étudiant. Moi, je suis en Occident et cette histoire s'est passée quand j'étais étudiant au Maroc. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Alors, c'est une petite histoire, mais ça édifie vraiment. En fait, quand j'étais étudiant, je vivais donc au Maroc et il fut un moment où j'étais revenu d'Espagne de vacances et j'avais un téléphone portable que je voulais décoder. Bon, à l'époque, les téléphones étaient encore nouveaux, donc quand ça sortait au Maroc, on avait beaucoup des téléphones qu'on achetait qui étaient importés, qui venaient d'Espagne. Donc moi, j'avais acheté mon téléphone en Espagne, c'était un peu moins cher. Et donc je cherchais donc à le décoder. Donc au Maroc, il y a un grand marché qu'on appelle Derbalef, c'est à Casablanca. Et je m'étais dit que je devais partir là-bas pour pouvoir décoder mon téléphone. Parce que je vivais dans une petite ville, dans une province. Et donc, je me suis déplacé pour partir donc à Casablanca, qui est la grande ville. Un peu comme Douala, à peu près. C'est la grande ville économique, là. Donc, je me suis déplacé, je suis parti là-bas. Et quand je suis parti, j'ai pas pu décoder mon téléphone le même jour parce que les techniciens qui étaient censés faire ça au marché m'ont demandé d'attendre 2-3 jours. Non, ils m'avaient demandé d'attendre le lendemain parce que ça prenait plus de temps. Et donc moi j'avais un ami qui vivait donc à Casablanca. Je me suis dit tiens, au lieu de rentrer sur Rabat, je vais rester ici parce que si je repars sur Rabat, il faudra encore que je puisse revenir le lendemain, prendre 2 fois le train. C'était quand même assez fatigant. Je me suis dit, je vais rester ici à Casablanca, je vais aller dormir chez un ami. Et après, le lendemain, je vais aller au marché pour revoir le technicien pour me rassurer s'il a décodé mon téléphone. Je suis arrivé chez mon ami. J'arrive chez lui. Et j'ai été reçu par les autres étudiants qui habitaient avec lui. C'était tous des étudiants, hein, donc ils louaient un appartement et il y avait il y avait 3 chambres, une fille et puis 2 garçons. Donc les 2 garçons, chacun avait sa chambre et mon ami aussi il avait sa chambre. Je suis arrivé, ils m'ont reçu au salon. J'ai demandé mais moi je veux voir par exemple. Je vais le nommer par exemple Franck. Parce que il faut pas que je dise les noms là. Donc, admettons qu'il s'appelait Franck, mon ami. J'arrive à la maison, je dis je suis venu voir Franck. On m'a bien reçu, on m'a dit non mais il n'est pas encore là et tout, mais il va revenir. Et lui, il était allé dans une autre ville, il s'était déplacé, donc je l'ai attendu, il venait pas. Et moi, je suis né dans une famille où il y a eu trop de problèmes mystiques, beaucoup de problèmes. Donc, on était toujours très prudents. Nos parents nous donnaient une éducation très stricte, ne jamais dormir chez les gens, ne jamais... Donc, vraiment, on avait une éducation très stricte. Et quand je suis arrivé là-bas, ses voisins m'ont dit, écoute, il est déjà 23 heures, il n'est pas encore rentré, donc tu peux venir dormir avec nous et tout. Moi, j'ai jamais voulu dormir avec quelqu'un avec tous les problèmes que j'ai déjà vécu dans ma propre famille.
Donc, je n'ai pas voulu, j'ai dit non, je peux dormir au salon. Alors, eux, ils se sont dit, ah bah non, tu vas pas dormir au salon, c'est pas trop bien. Dans ce cas, va dans la chambre de ton ami, de Franck, et puis tu peux rester sur le lit. Bon, là, je me suis dit, bon, je vais partir, là, je peux rentrer parce que j'étais plus rassuré parce que j'étais seul. Donc, je suis rentré dans sa chambre et j'étais en même temps, je discutais avec mon ami, je lui envoyais un texto, Franck, je lui envoyais un texto. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander quand est-ce qu'il allait revenir. Il m'a dit qu'il était en route, donc il allait rentrer un peu tard. J'étais dans la chambre, je me suis couché sur son lit, je l'attendais. J'ai attendu. Finalement, il est rentré vers minuit comme ça. Il est rentré vers minuit. Et moi, ce jour-là, je n'avais pas sommeil. J'étais pour moi sur le lit, j'étais là. Quand il est rentré, il est arrivé dans la chambre, on s'est salué, tout, il avait même ramené du poulet à manger, il m'a proposé de manger avec lui. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non, mais merci, j'ai déjà mangé et tout. Parce que moi, déjà, dans mon éducation, je mangeais pas les trucs des gens, là, parce que il y a trop de problèmes dans la vie avec ce genre de choses. Donc, j'ai refusé. Je lui ai dit non, mais c'est bon, j'ai déjà mangé, c'est correct. Et on a dormi. Mais brutalement, moi, je n'avais pas sommeil. Ce jour-là, je n'avais vraiment pas sommeil. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'étais juste sur son lit. Je fermais pas l'œil. J'étais juste là, je réfléchissais juste, mais dans la couverture, lui, il était à côté de moi, sur le lit. Lui, il dormait, et puis moi, je n'arrivais pas à dormir. J'étais seulement là, en train de cogiter, de penser un peu à ma vie, un peu à mes études, à tout. Et puis subitement, au milieu de la nuit, donc peut-être vers, je peux dire 2h, 3h, au milieu de la nuit comme ça, là, il s'est mis maintenant à faire du bruit. Il faisait beaucoup des bruits bizarres, donc en tout cas, je ne comprenais pas, comme des incantations et tout. Il racontait comme une langue bizarre, il parlait fort, fort en tout cas. Je me suis dit, mais ça c'est quoi ce qu'il raconte? Au début, j'ai pensé d'abord qu'il était en train de rêver. Mais après, je me suis rendu compte que c'est pas un rêve. Parce que quand quelqu'un parle fort, il dit n'importe quoi, blablabla. Et il parle de façon forte. Donc j'ai compris que, ce type-là, il est en train de faire des incantations. Je suis resté calme. Après, subitement, j'entends un gros bruit, comme un ballon qui a éclaté dans la chambre. Et j'ai senti que le lit a remué. Le lit a remué. C'est comme si on avait secoué le lit. Moi, je suis resté calme. J'ai déjà compris que mon ami n'était pas normal. Et quand j'ai senti que le lit a remué, j'ai senti que mon ami n'était plus sur le lit. Qu'il était maintenant de l'autre côté du lit. Mais vous voyez le bas du lit, là où se trouvent les pieds, là. Donc, c'est comme s'il était de l'autre côté. Et il n'était plus sur le lit et il me réveillait maintenant. Il me réveillait, il me tient les pieds, il me dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Il m'appelle par mon prénom « Réveille-toi, réveille-toi, regarde, il veut tuer quelqu'un, regarde, il veut tuer quelqu'un ». Il insistait tellement en me disant « Regarde ». Mais moi, j'ai pas voulu regarder. Parce que ça, déjà, étant déjà dans une famille où il y a tellement eu des problèmes, moi, dans ma propre famille, il y a tellement de sorcellerie, qu'on m'avait toujours donné des conseils quand j'étais petit avant de voyager. On me disait toujours, fais attention quand tu vas chez des gens. Si jamais on te dit de regarder quelque chose de bizarre, ne regarde pas. Parce que c'est comme ça qu'on donne la sorcellerie. Et ça, c'est des gens de ma famille qui étaient déjà des sorciers qui me disaient ça quand j'étais petit. Du coup, quand mon ami me disait ça, regarde, il veut tuer quelqu'un, moi je me suis rappelé de ce que on m'avait donné comme conseil. Et je suis resté calme, je ne regardais pas. J'ai pris le coussin, puisque je dormais, je faisais semblant de dormir. J'ai encore pris le coussin, j'ai mis encore sur mes oreilles comme pour boucher mes oreilles. Il a insisté, il me disait « Réveille-toi, il veut tuer quelqu'un, regarde !» Moi, au fond de moi, je me suis dit « Mais attends, on est à deux dans la chambre, il n'y a que toi et moi. Tu me dis de regarder qui? Qui veut regarder qui ?» J'ai compris donc qu'il voulait m'initier.
Et certainement, il était déjà transformé en sorcier. Et dans la salle, il y avait certainement, peut-être dans la chambre, il y avait d'autres esprits. Ils étaient tous là pour m'initier. Je suis resté calme. Il a insisté, il me remuait du pied. Regarde, regarde, regarde pour me réveiller. Moi, j'ai fait semblant, en tout cas comme si je dormais. Et je faisais même semblant de ronfler maintenant. J'ai pris le coussin, j'ai mis encore sur ma tête. Et je suis resté. À un certain moment, il s'est fatigué. Il a compris que je ne voulais pas me réveiller. Il est revenu sur le lit. Il est rentré dans la couverture. Et puis il s'est mis. Moi, j'observais ce mot au fond de mon cœur. Je faisais que prier, je faisais que prier, je faisais que prier. Et le lendemain, j'avais même pas le courage d'ouvrir les yeux. J'ai attendu quand un de ses amis, parce que normalement, il dormait à deux dans la chambre, l'un de ses cochambriers qui habitait avec lui est venu rentrer dans la chambre. C'est là que je suis sorti. Je me suis levé. Et dès que je me suis levé, j'ai brossé mes dents. Je suis allé prendre ma pâte dentifrice, j'ai brossé mes dents. Et lui, le matin, il pouvait même pas me regarder. Quand il me regardait, il baissait la tête parce que tellement il avait honte. Il avait compris que moi, je savais ce qu'il voulait faire, qu'il voulait m'initier à sa sorcellerie. Et depuis ce jour-là, cet ami-là, il n'a plus jamais eu le courage de me regarder les yeux en face. Et bon, moi, j'ai compris ce qu'il voulait faire et j'ai évité. Mais j'ai rien fait. J'ai tout simplement quitté la maison, je suis parti et depuis, je me méfiais toujours de lui. Donc, la morale de l'histoire, c'est juste qu'il faut faire attention. Il ne faut pas aller dormir n'importe où. Et surtout, qu'il y a beaucoup de gens qui donnent la sorcellerie seulement comme ça. On a tendance à penser que c'est juste en faisant manger quelqu'un de la chair humaine ou des trucs bizarres, mais pas forcément. Il y a d'autres, c'est en regardant juste. Hein? Quand quelqu'un te demande de regarder quelque chose d'étrange, il ne faut pas regarder parce que quand tu regardes, effectivement, il t'initie directement à la sorcellerie. Donc ça, c'est la morale de l'histoire qu'il faut retenir. Il faut faire très attention. Donc c'est un peu ça. Ben, merci, c'est ma petite histoire. En tout cas, likez, partagez. En tout cas, je vous remercie et je te remercie encore. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire. Bonsoir DMG. Je te raconte là une histoire qui m'a été contée par un ami. Et c'est une histoire vécue par son père. Alors, le père de mon ami était policier en service à Korogo. Korogo, c'est une ville du nord de la Côte d'Ivoire, voilà, qui est réputée abriter beaucoup de puissants gars, des gars mystiquement balèzes. Voilà, ils sont beaucoup là-bas, ils s'y connaissent. Donc, le vieux, le père de mon ami, il est bété, originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, de la ville de Daloa. Voilà, donc le vieux bété originaire de Daloa est policier en service à Korogo. Et Korogo est habité par le peuple Sénoufo. Voilà. Donc, le père de mon ami a un ami, c'est-à-dire le vieux bété a un ami, Sénoufo, un vieux chasseur qu'on appelle chez nous ici les dozos. Ce sont les chasseurs traditionnels. Ils sont réputés pour être mystiquement tranchants. Donc, le vieux bété a un ami Sénoufo. Et lors d'une causerie avec son ami Sénoufo, le vieux bété lui dit, le vieux bété qui est policier, il lui dit, je veux construire chez moi au village, mais j'ai peur. Parce que quand on commence à construire, quand un cadre commence à construire, les sorciers du village le tuent. Si bien que mon village est garni de maisons inachevées. Quand tu rentres dans mon village, la première chose qui te frappe, c'est les maisons inachevées. Et tous les propriétaires de ces constructions-là ont tous été tués mystiquement en sorcellerie. Donc moi, j'ai bien envie de construire, mais j'ai peur, je suis inquiet.
Le vieux Senfo se met à rire. Il rit. Il dit, donc chez vous les bêtés là, il y a sorcier. Donc il y a sorcier chez les bêtés. Ah ben moi je ne savais pas. Il dit, mais je te parle de quelque chose de sérieux, hein? C'est le policier qui le toque. Il dit, je dis que dans mon village, personne ne termine une construction. Dès que tu commences, on te termine. En même temps. Et bien, c'est une fois, Henri plus fort, il a dit, bon, j'ai compris. Moi, je dis, chez les bêtés là, il n'y a pas de sorciers. Il n'y a personne là-bas en termes de sorcellerie. Comme toi, tu insistes, tu dis qu'il y a les sorciers et quand vous construisez, ils vous tuent. Il va te donner un petit coup de main. Alors, le vieux lui donne un sachet d'environ 150 grammes, renfermant une poudre noire. Une poudre noire. Et il dit à son ami, va chez toi au village. Tu me disperses la poudre là sur ton terrain et tu commences ton chantier. Non, le bébé était un peu dubitatif. Il dit, mais attends, moi je te dis que chez moi on tue les gens, je pensais que tu allais me donner quelque chose d'effrayant, d'un peu plus dosé que ça là, mais tu me donnes un petit sachet renfermant cette poudre inoffensive là et puis tu me dis d'aller construire. Joe, pas me sacrifier, hein? Pas me livrer aux gens. Son ami, le vieux, c'est une fois à rire. Il dit, cher ami, prends la poudre là, va la disperser sur ton terrain et commence à construire. Donc le vieux, il a quelques grands enfants avec qui il en parle. Bon, il y en a qui sont contre le chantier, il y en a qui sont pour. Le vieux dit, bon, mon cher, allons-y. Il ne faut pas que je bouffe tout l'argent même que j'ai mis de côté là. Et puis, à un moment, je ne pourrai plus réaliser quoi que ce soit avec. Donc, on commence le chantier. Alors, le vieux a dispersé la poudre sur son terrain. Et les ouvriers ont commencé à venir déverser le sable, le gravier. Ils ont commencé à construire. Et dès que le chantier a démarré, dans les cabarets du village, ça causait, ça chuchotait, ça riait. On dit, ah, bientôt il y aura funérailles, hein? Ah. En tout cas, bientôt on va manger. Parce que lui là, il paraît qu'il a beaucoup de camarades bien placés. Il a beaucoup... Donc les gens riaient, les gens racontaient les choses, voilà, parce qu'on se disait que il allait laisser sa peau. Et voilà que 1 ou 2 mois après le début du chantier, premier pleur dans le village. Bon, un des gros poissons, un des dragons, des caïmans réputés dans le village pour être un gros sorcier, est mort subitement. Ah. Quelques jours après, un deuxième. Parce que vous savez, dans les villages, surtout dans la région de Daloa, que je connais très bien, dont je suis un peu originaire, les sorciers en général dans les villages, ils ne se cachent pas, hein, on les connaît. On sait plus ou moins qui fait quoi, on sait plus ou moins qui a quel pouvoir, on sait plus ou moins qui est dangereux, qui est transcendant, ça ne se cache pas. Mais je dis, les vieux de son village là ont commencé à se suivre dans la mort l'un après l'autre. Et c'était les sorciers les plus réputés du village qui ont commencé à tomber, jusqu'à 8 personnes se sont suivis comme ça en moins de 6 mois. 8 morts. 8 morts. Et 8 grosses têtes de la sorcellerie du village. Et le vieux a terminé son chantier. La maison est là jusqu'aujourd'hui. Elle est habitée. Les enfants retournent de temps en temps y dormir. Et c'est le fils du policier qui me raconte. Hein. Il dit voilà, lui, il a gardé
Il m'a dit même le nom du vieux Sénoufo qui avait donné ce remède-là à son père à l'époque. Il m'a dit son nom. Il paraît que c'est un nom qu'on donne aux jumeaux en pays Sénoufo. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le vieux même est décédé. Après, le vieux policier est décédé. Il a construit la maison pendant qu'il était en fonction. Il a pris sa retraite. Il est allé vivre dans son village, dans sa maison, jusqu'à sa mort. Voilà, il n'y a rien. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit c'est fer qui coupe fer. Ou bien, derrière village, il y a village. Voilà. C'est-à-dire, le vieux est allé dans le village, derrière lui, son village. Ça veut dire qu'il y a toujours plus fort que les sorciers de la contrée. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci de laisser vos commentaires, partager, liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ceux qui n'ont pas encore activé la cloche là, c'est pour ça que vous ne recevez pas la notification quand on fait des vidéos. Si vous activez la cloche, même si on poste la vidéo à minuit, vous allez recevoir une notification sur YouTube. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est juste à côté. Ou bien, tu cliques sur le bouton abonner là et tu vas voir une petite cloche là. Tu cliques dessus aussi. Ok. Donc, rendez-vous demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.